Nyulo bokumuna kalamba mwishangu kubame kumushalika. Ese bukadenge botu bete gitalala. Tukari ne bukole mugitunga. Ngore mukulu wachoto mwone nemeji amuntu wozo wajisanka muli wachoto kalipo kubeje bulongo li wachoto we mukane metufakane shambi tukutafa elo tule chakala mwana cyane ko mukulu kantu ko mukulu kantu bulanda bwanzu munye basema ne nubana bena bantu bamukalenga mande ngane bajine viatu vi Namenye. Muna ibu kole buna kukolebo. Nakolo muntu mukolebe. Bidi mu makulu mwanda mukulu sumbya bungu. Mbiki takakobo. Katande kutangile bantu. Katangile. Mwende nguvu nane. Kalamba ke na mfumu abana lulu. Kadi mfumu abana lulu wa ngani. Kalamba ke na mfumu abashilanga inchini. Bashilanga se dibe jakulo boise manyi munemu. Negele katone bako bonso. Bako bishene benulu onu bantu kai. Regarde. Pesha kuji responsabilité munena mwananga mukolo wa kwamba nani kula mabantu kula mabintu bya bantu ukenenga uti wenda kana enda kana kalimu na bubi uti muntu na shomoto mukenenga wakutubugo atububyuma atububana bintu byonso biti tushingile tutande kupeta kafiaka ka bukalenga kafiaka ka kula mabantu kafa kinka kushifa bantu to kafa kaku kusungila naku bantu nkakukeba byuma nkakwenza njila kakwenza nzubu kakukeba bana elweu attention on ne va pas plus de ces chefs attention
kadi lukano lo butoke lukano lo bulenga lukano lo ne vadi usama ulokolelo isama nitanda kushika Jaji. Il y a intronisation. Oui. Il y a kujika yonso. Kakwena kushali muko pinje tukali kanta maluvu. Tupa banyinka betu. Bangambo betu. Bosu bakafwa. Tupa maluvu. Wale maluvo so atambule kushikani. Ayo wadisanka nilombandi. Yemi bituna maluvu to. Jabana. Doela maluvu wafala kutambika kanda mwe. Mugalenga bwa mateta nenu mwana wa luluwa twayikalamba wamfwana mwana hanyima lekela imeyi ajanu nyangile jitunga ujuno ambileu mema mwanenu luluwa ni baluba bantu ba mumutu twangata mwana wa luluwa kumbujimayi mwanenu jikuja kumfumu mwamba wake na chiko kusanga bilebi baba bakala kusangalo bangwelele matuba jaja ngumbe na mwika bana bamuke ngatunwa ijambelele wabija katwaga chikwende chaka twende shamakalengele wewu wafana matuta lelo wakujabu kalengele wana mukenga kumwimbelele Walinga tele jatatu wanyula mebashilangelele Butuwa kuchalelu tatu wanyu muimelele Alamba mukishi muntu ujingwemba wabashilangelele Bulelela tatu wanyu wamfana matutelele Elenga tele yaba yuda zwa kutwa mama bianze Alamba kapija faranga kasungila makwe Kitunga jiji mwe Makaba mukenge nakakwamba selela mwetu mumbalayi Wewe neto nyekusela jisha jalulu wa mwabe ya ndumba Wangikalenja mishifa basabula mubwatu Makabuka jiji chikila bwatu mumayi Kajibikala mene mukashika chilele jibana Anyi jako buku Nekaba chukupinga jiji biuma Jitunga jiji mwa Tujibakalenge bonso Kakwena ujumula kuchombe Bina ambila gano tunumfwa Bijibipe mbiji mwena mesu Mute iwakale Kabaka kamukuma kujisu. J'ai eu une enfance tout à fait normale. Je veux dire, bien que mon père était chef coutumier, je n'ai pas eu donc l'impression que j'avais donc
privilège quelconque où j'étais soumis à des contraintes différentes. Je suis né le 12 janvier 1953 donc à Mikalayi, et à 6 ans j'étais déjà donc à l'internat. C'est pour te dire que finalement je n'ai pas vécu dans l'ambiance familiale comme telle. J'ai donc dû aller affronter donc les climats donc de l'internat. Pour ceux qui connaissent donc l'Institut de Saint-Dominique Savio de Mikalayi, où on partait, c'était vraiment un internat très strict au point de vue donc éducation, et on partait pour 3 mois, donc on revenait à Noël, on revenait à Pâques, des choses pareilles. Donc en fait, l'éducation comme telle au niveau de la famille, je l'ai fort peu vécu, parce que après Mikalayi, donc là j'ai 12 ans, je reviens ici pour l'Europe, et ça commence avec les internats. Donc l'ambiance réellement familiale, je ne l'ai pas vécue comme telle. Vous rentrez donc au pays, vous montez votre cabinet. Alors à ce moment-là, vous avez le sentiment d'être dans une sorte de pays où finalement le secteur a besoin d'innover en la matière. Quel est l'état de la situation à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des opportunités déjà qui s'offrent à vous? Vous devez vous imposer? Comment se passent vos premiers pas sur place? Non, en fait, ça se passe pas directement comme ça. Je reviens après donc 6 mois aux États-Unis où j'étais faire donc l'anglais. Je reviens au Congo. C'est en 80-81. Et là, en cherchant du travail, je tombe sur le seul cabinet américain qui existait à Kinshasa. À cette époque-là, c'était le cabinet de Duncan Allen Mitchell. Et alors, Monsieur Pat Mitchell, qui était en fait le patron, me fait une proposition. Je suis engagé, il me fait d'ailleurs une offre qui était la meilleure du marché pour tout ce que j'avais vu. Et à ce moment-là, j'avais pris, donc moi j'avais la décision d'aller faire une maîtrise aux États-Unis. Et au Congo, donc j'ai travaillé de nouveau avec les cabinets. Et en 87, je me suis lancé. Donc j'ai quitté le cabinet pour fonder donc le cabinet Kalamba Associés, qui à cette époque-là s'appelait Kalamba et Lazoun. Donc j'étais associé avec mon ami Feu Franck Lazoun pour lancer en fait ces cabinets-là, qui est parti, qui est devenu Kalamba Associé jusqu'aujourd'hui. Alors nous allons y revenir, mais pendant ce temps, votre père est toujours chef coutumier. Alors comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous vous tenez informé, vous vous tenez à l'écart? Quels sont vos rapports avec lui? Non, une fois que je reviens au Congo, j'ai des rapports assez intimes avec mon père, qui sans donc, je voyais bien que sans me le dire, il me faisait confiance, il m'a confié quelques missions, il me prenait, il demandait quelques avis sur le plan technique, il m'a amené dans certaines réunions, il m'a amené notamment voir le maréchal Mobutu à l'époque, 3-4 fois d'ailleurs comme ça. Et puis d'ailleurs à titre de boutade, un jour Mobutu, alors qu'on était à Kawele, me regardera comme ça, froid dans les yeux, me disant: toi tu veux remplacer ton père? Alors mon père s'est mis à rire, alors qu'en fait rien ne s'est passé. C'était déjà un peu, si tu veux, une forme d'initiation. Mais jusque là, en fait, mon père ne dit rien, parce qu'il faut bien comprendre que chez les Bachilangais et les Louloua que nous sommes, la succession ne s'est fait pas selon une règle bien établie, comme la primogéniture où c'est l'aîné. Donc la succession s'est fait donc au mérite. Donc le chef qu'il était n'a rien dit ni à personne qui allait donc être son successeur. Donc là, moi je ne sais pas, je suis simplement donc un de ses fils, et il me consulte plus pour donc mes connaissances du droit que pour autre chose. En quoi consiste le travail d'un chef coutumier? Pour ceux qui nous suivent, il sera intéressant, nous avons la chance d'avoir un chef coutumier sur le plateau de Conviction. Comment s'organise le travail d'un chef coutumier? Vous savez, le chef coutumier, c'est à la fois une autorité politique, c'est une autorité religieuse, c'est une autorité dans le sens que, bon, voilà, c'est le gardien des coutumes, c'est une autorité donc qui s'occupe de la sécurité, du développement, parce que si vous examinez donc la loi sur le pouvoir coutumier
qui est donc actuellement en étude au Sénat, vous allez voir qu'en fait le chef coutumier est vraiment tout ce que je viens de vous dire là. Est-ce qu'on peut légiférer sur le travail, le mandat, le pouvoir des chefs coutumiers? C'est possible ça? Oui, non, ça a toujours été le cas. Écoutez, dès l'instant où nous avons eu en fait le pouvoir colonial, ben, ce pouvoir a essayé, donc on a essayé de légiférer, pas toujours très bien, parce que la loi que nous avons examinée actuellement, nous avons donc rejeté donc la manière dont elle a été faite, notamment par les ministères de l'Intérieur. Nous avons demandé donc avec le Mwami Munongo d'aller voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Togo et compagnie. Nous avons ramené en fait des propositions que nous espérons donc que les Sénats vont pouvoir suivre. Tout le problème en fait c'est que quand je vous dis en fait les obligations des chefs que je viens d'énumérer et compagnie, elles sont tout à fait théoriques. Hein. Parce que le chef qui fait tout ça, si vous allez dans n'importe quel petit village, vous allez voir effectivement que sans moyens, le chef coutumier recevra donc, c'est lui qui va trancher les problèmes qui se posent au niveau de la cité. C'est lui qui va quand il est un peu... Et au niveau foncier par exemple? Au niveau foncier, là, c'est le véritable problème que nous avons actuellement. Le niveau foncier, c'est que les chefs coutumiers ont été spoliés. C'est-à-dire que, vous savez, quand l'autorité coloniale arrive, en fait, nous sommes spoliés de nos terres. Donc, avec les sociétés à Chartres, la Gécamine, l'Amiba, ailleurs, on nous dépouille de nos terres. Quand l'État indépendant arrive, c'est la fameuse loi Bakajika, la loi de 67, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Aujourd'hui, vous avez en fait ces chefs-là que nous sommes, réduits à toucher donc l'équivalent de $30 le mois, pour exercer toutes ces missions dont je viens de vous parler ici, $30. Les chefs coutumiers dans son village, mais il ne dort pas parce qu'on peut venir chez les chefs à tout moment. Moi, quand je suis à Kananga, ma porte est ouverte. Et les gens peuvent venir à tout moment quand ils ont des problèmes de toute nature, des enfants malades, des problèmes à la chasse, des problèmes d'adultère, tout ça, ils viennent nous voir. Et quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour régler tout ça? Très peu de choses. C'est pour ça que ça m'a poussé aussi, si vous voulez, à ces niveaux-là, à vouloir exercer les pouvoirs comme donc celui des sénateurs, où je peux ramener donc mon expertise pour essayer un peu d'influencer les choses au niveau du gouvernement central. Et ça se fait, par exemple, par vous savez, essayer d'intervenir sur des lois, comme celle que je viens de vous parler ici, où nous avons donc proposé, par exemple, quelque chose que nous avons dit, nous voulons que les chefs coutumiers puissent donc avoir le ministère des Affaires coutumières, et qui viendra en fait à la fois un ministère des Affaires coutumières et développement communautaire, parce qu'à ce moment-là, nous gérons exactement donc notre communauté, et nous sommes influents notamment sur les plans communautaires. Nous avons proposé également, compte tenu du fait que nous avons été spoliés, nous demandons de manière indirecte une sorte d'indemnisation que l'État ne pourra pas avoir, mais nous voulons qu'une caisse de solidarité soit créée donc au niveau national, où les sociétés minières, forestières et autres, ou d'électricité, qui viennent donc investir sur nos terres, puissent verser une contribution dans cette caisse, qui sera gérée par donc cette communauté, les chefs, notamment les ministres de l'Intérieur, de manière à ce que des projets puissent être donc effectués sur le projet soumis par les chefs coutumiers à la base. Je crois qu'un des problèmes de notre pays actuellement, et de pas mal de pays africains, c'est de ne pas avoir réussi la synthèse entre nos traditions et les modernismes. Je crois que tant que nous ne serons pas revenus à nos réalités, parce qu'en fait, si vous voyez dans le monde rural, dans nos villages, il y a une forme de gouvernance. Si on parle de la bonne gouvernance, c'est des choses pareilles. Je vous mets au défi d'aller trouver un village dans lequel le chef peut se permettre de prendre l'argent, mettre dans la caisse et puis aller s'installer ailleurs. Je vous mets au défi de trouver un village dans lequel les décisions sont prises uniquement par le chef. Dans la manière dont s'exercent les pouvoirs au niveau de chef et compagnie, le chef recourt à la palabre, qui est donc un processus assez donc subtil par lequel les décisions sont prises.
Le chef, souvent on dit que nous sommes le porte-parole. Il n'y a pas un chef qui ne peut ne pas tenir compte de la majorité. Quand donc ces conseils se réunissent et des choses pareilles, il y a donc des tas de procédures, des prises de décisions, de la gestion de la chose publique qui sont propres donc à notre culture, à nous, qu'on n'est pas parvenu à imposer au niveau donc national. On n'est pas parvenu en fait à réussir cette synthèse comme d'autres pays, comme le Japon, qui ont gardé à la fois la tradition et le modernisme, et ça le permet de pouvoir. Ici, nous avons oublié que nous avions en fait notre conception du pouvoir qui est le pouvoir coutumier. Et tant que le Congo ou d'autres pays africains ne sont pas revenus à cette réalité-là, eh bien, écoutez, on va continuer à patauger avec des leaders qu'on ne reconnaît pas, avec des leaders qui sont tout à fait irresponsables, avec des personnes qui n'ont aucun sens du pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose, ça se prépare. Si vous voyez les pays européens, ils ont des traditions leurs traditions à eux, des pouvoirs qui sont connus, il y a des gens qui sont nés là-dedans, et ainsi de suite. Et je pense que pour ce qui est donc du Congo, je suis d'avis qu'il faudra que nous revenions donc à notre base, à notre conception donc du pouvoir, à notre conception de la prise de décision. Je vous donne simplement un exemple. Et si vous allez dans un tribunal chez nous, vous devez trancher donc un cas, vous ne verrez jamais qu'il y a celui qui a gagné, celui qui a perdu. Il y a toujours une balance. On n'humilie jamais dans la prise de décision, on n'humilie jamais qui que ce soit. Tout, même les crimes les plus terribles qui peuvent ici sont toujours réglés de cette manière-là. Le chef, ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions tout seul. Le chef, c'est quelqu'un qui écoute. Souvent, le chef est le porte-parole. Le chef ne peut pas se permettre d'aller à l'encontre de ce qu'il a. D'ailleurs, généralement, il parle le dernier, c'est parce qu'il doit écouter ce qui s'est dit. Il doit savoir exactement quelles sont les tendances, de manière à savoir qu'au moment où il conclut, il ne va pas se mettre donc à l'encontre. Ce sont ces valeurs-là qui, à mon avis, demandent à être récupérées pour assurer la stabilité donc dans notre pays, parce que toute personne, quand il naît, il n'y a pas un Congolais qui ne connaît pas, qui n'a pas un chef. Quand vous naissez, le premier pouvoir que vous rencontrez, c'est le pouvoir du village. Il faut que, si on vous impose un ordre qui est loin de ce pouvoir-là, eh bien vous êtes perdu. Alors, c'est sur ce message fort et message d'espoir que nous allons conclure. Monsieur le sénateur, dois-je vous appeler Votre Majesté ? Écoutez, si vous m'appelez Mwanangana, c'est suffisant. Vous savez, Majesté, encore une fois, vous m'appelez Mwanangana, c'est tout ça. En plus, le nom de Kalamba, ça veut dire grand chef. Vous savez ça, j'importe le nom. Donc, Majesté, c'est en fait superflu. Appelez-moi Mwanangana. Merci. Merci infiniment de nous avoir accordé la primeur pour cette interview. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de vous adresser donc à vos téléspectateurs. Et je vous félicite pour ce que vous faites pour faire connaître un peu donc les réalités du pays à la communauté, donc la diaspora comme on aime bien le dire. Ah, Bob Kalamba, Tutu Kalamba, Jiku Jabunfumu, Mwamba Wakena, Chiko Kusanga Bilebi.